Lorsque je me suis intéressé aux pyramides d'Égypte, j'ai été très surpris de voir que beaucoup de gens remettaient en question la fonction de tombeau de la pyramide de Khéops. Surpris parce que, en tant que néophyte, je me disais, si les égyptologues pensent que c'est une pyramide, c'est qu'ils en ont les preuves formelles, alors pourquoi remettre ça en question ? Après plusieurs années à me documenter et à vadrouiller sur tous les sites égyptiens, j'ai eu envie de faire un petit point sur les raisons qui nous laissent penser que la grande pyramide de Gizeh est bien le tombeau du pharaon Khéops. Pour ça, on va partir du principe que la pyramide est un bâtiment dont la fonction nous est inconnue, un peu comme si nous en étions les découvreurs. Nous avons une hypothèse, c'est qu'il pourrait probablement s'agir du tombeau du pharaon Khéops. On va donc passer en revue tous les éléments qui viennent étayer cette théorie et les décortiquer pour voir ce qu'on peut en tirer. Dans la description, je vais vous mettre un maximum de liens qui m'ont servi pour écrire cette vidéo, mais comme il y a beaucoup d'informations, il y a des chances que j'en oublie un peu. Khéops est le nom que les Grecs ont donné à Roufou, un pharaon de la 4e dynastie. Son père s'appelle Snéfrou et sa mère était Pérès Ière. Il aurait eu 4 épouses et 12 enfants. Alors, je mets tout ça au conditionnel parce que, en réalité, c'est un peu confus. On a très peu de représentations de Khéops. La plus connue, c'est cette petite statuette de 7 cm en ivoire exposée au musée du Caire, mais on a également ce portrait fait en ivoire exposé à Berlin dans l'Altes Museum. Durant son règne, Khéops a ordonné la construction de 3 monuments importants. La fameuse pyramide de Gizeh, le temple d'Hathor à Dendera et le temple de Bastet à Babastis, une ville antique qui a totalement disparu. Voici son cartouche. Il se lit de droite à gauche et on peut lire un cercle, une caille, un serpent, une caille. Le trait à gauche signifie que c'est la fin du cartouche. Le cercle représente le son R, qu'on écrit KH. La caille, c'est le son OU, que nous écrivons U. Le serpent, c'est le son F, un F, et de nouveau la caille qui fait le son OU. L'ensemble se lit Roufou, que les Grecs rebaptiseront plus tard Khéops. On aura l'occasion de revenir sur ce cartouche un peu plus tard. Pour connaître la durée du règne de Khéops, on a plusieurs pistes plus ou moins fiables à exploiter. La première, c'est de se référer aux écrits des anciens historiens. Hérodote, l'historien et géographe grec qui a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ, parle de 50 ans de règne. Manéthone, un prêtre égyptien qui a écrit l'histoire de l'Égypte au cours du 3e siècle avant Jésus-Christ, parle quant à lui de 63 ans. Ces textes sont aujourd'hui considérés comme trop peu sérieux pour faire office de preuve. Le texte de Manéthone n'est connu que par des citations ultérieures, et concernant Hérodote, il y a pas mal de bêtises dans le reste des écrits qui décrédibilisent un peu ces informations. Il a écrit que pour financer sa pyramide, Khéops a prostitué sa fille. Elle faisait une passe à chaque pierre posée. Pour information, il y a 2,3 millions de blocs de pierre dans la pyramide. Voilà. De plus, ils sont très tardifs, puisqu'ils ont été écrits plus de 2000 ans après la construction des pyramides. On pourrait aussi ajouter Diodore de Sicile, mais c'est le même concept. Les textes sont tardifs et trop peu précis. Bref, ces textes ne sont plus vraiment utilisés par les égyptologues comme éléments de datation. Ensuite, on a des écrits égyptiens gravés dans la pierre. La table royale de Karnak, la pierre de Palerme, la table d'Abydos et la table de Saqqara. Sur ces 4 éléments, on trouve la liste des pharaons classés par ordre chronologique. La plus importante est la table d'Abydos. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce temple, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans un petit i juste ici. Sur la table d'Abydos, on a une liste de 76 pharaons de la 1re à la 19e dynastie. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a quelques incohérences entre ces listes, notamment des noms manquants, parce que certains pharaons étaient considérés comme illégitimes et du coup n'étaient pas inscrits sur ces listes. Mais peu importe, car en croisant toutes les informations qu'on a concernant la chronologie des pharaons, on arrive à quelque chose de plutôt précis. Ensuite, on a des papyrus, dont le fameux papyrus de Turin. C'est un document qui a été rédigé pendant la 19e dynastie, c'est-à-dire entre -1296 et -1186. Le verso de ce document fait la liste de tous ceux qui ont régné sur l'Égypte du temps des dieux jusqu'à la 19e dynastie et en donne la durée de règne. Concernant Khéops, on peut déchiffrer 23 ans de règne. On calcule ces dates en fonction du recensement du bétail. En Égypte, tous les 2 ans, le bétail était recensé afin de calculer un impôt qui lui était payé tous les ans. Mais il y a encore débat concernant les datations du papyrus de Turin. Les égyptologues Thomas Schneider et Rainer Stadelmann se demandent si le scribe du papyrus de Turin a bien pris en compte le fait que le recensement se faisait tous les 2 ans et que l'impôt en revanche se collectait tous les ans.
Auquel cas, la durée de 23 ans mentionnée dans le papyrus de Turin correspondrait en réalité à 46 ans. Bref, il y a encore une petite incertitude, mais généralement, on prend bien la date de 23 ans concernant la durée du règne de Khéops sur le papyrus de Turin. Le papyrus le plus fiable qu'on ait a été retrouvé en 2013 sur le site de Wadi el-Jarf. Il s'agit du port qui était utilisé pendant l'Ancien Empire et particulièrement du temps de Khéops. Il permet d'accéder aux mines de cuivre et de turquoise du sud-ouest de la péninsule du Sinaï. Sur ce site, on a retrouvé un lot de papyrus dont un est daté de l'année suivant le 13e recensement de Khéops. Du coup, le calcul est pas bien compliqué à faire. 13 recensements à raison de 1 recensement tous les 2 ans, ça fait 26 ans. Et comme le document est daté de l'année d'après le 13e recensement, ça fait donc 27 ans. Pour terminer, voilà en vrac quelques dates interprétées par des égyptologues. Selon Rolf Krauss, dans son livre Ancient Egyptian Chronology, paru en 2006, Khéops aurait régné 40 ans. Selon Donald Redford, dans un livre avec un titre beaucoup trop long, paru en 1986, il aurait régné 25 ans. Selon Pascal Vernus et Jean Yoyot, dans leur livre Dictionnaire des pharaons, paru en 1996, son règne aurait été de 22 ans. Bref, c'est un petit peu la foire aux dates. La seule chose dont on est sûr, c'est que le règne de Khéops a duré au moins 27 ans, selon le papyrus retrouvé sur le site de Wadi el-Jarf. Mais on ne sait pas exactement combien de temps a duré son règne et surtout on ne sait pas de quand à quand il a régné. Évidemment, il est possible d'estimer les dates de règne avec tous les éléments que nous avons à notre disposition, mais il est impossible d'avoir de réelles certitudes. Pour cette vidéo, je vais me référer aux dates utilisées par Pierre Tallet dans ses recherches sur le papyrus de Mérer, dont je vous parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Dans ses recherches, Pierre Tallet indique que Khéops a régné de moins 2550 à moins 2520, donc 30 ans. Si vous vous demandez pourquoi on se retrouve avec autant de dates différentes, c'est parce que l'égyptologie est une science molle, en opposition aux sciences dures. Une science molle, c'est une science qui ne peut être objectivement quantifiable avec exactitude. C'est pour ça qu'en égyptologie, on navigue souvent au milieu d'interprétations sans avoir de réelle certitude. Avant d'attaquer les preuves, je voudrais faire quelques petites précisions en guise d'avertissement, parce que tout ce qui touche aux pyramides, je sais que c'est un peu sensible. Premièrement, je vais vous demander de faire abstraction de toute idéologie pour regarder cette vidéo. Si mes propos heurtent vos croyances, je vous invite à en discuter tranquillement dans les commentaires. Deuxièmement, le but de cette vidéo, ce n'est pas de contredire les égyptologues ou de vous apporter des preuves de quoi que ce soit. Mon travail est plus de l'ordre de la réflexion. Je suis un passionné qui se documente, qui réfléchit et qui se pose des questions, mais je n'ai pas la prétention de réécrire l'histoire ou de donner des leçons à qui que ce soit. Je respecte énormément le travail des égyptologues, et c'est d'ailleurs grâce à toute la connaissance qu'ils produisent que je peux faire ce genre de vidéo. Alors, je vais prendre les preuves qu'avance l'égyptologie et je vais les secouer un peu pour voir si elles tiennent la route, mais tout ce que je vais dire ne peut être considéré comme preuve, c'est juste de la matière à réflexion. Troisièmement, pour tout le reste de cette vidéo, on va considérer que la pyramide est un bâtiment dont la fonction nous est inconnue. Et on va analyser les éléments de preuve qui viennent défendre l'hypothèse du tombeau de Khéops. Sur ce, première preuve. Voilà l'argument le plus solide qu'on ait. On a retrouvé un sarcophage à l'intérieur de la pyramide, c'est bien la preuve absolue qu'il s'agit d'un tombeau. Quand je dis que c'est la preuve la plus solide, non, en fait c'est sarcastique. Pour moi, c'est la pire. C'est ce qu'on appelle un sophisme et plus précisément un raisonnement circulaire. Un sophisme, c'est un raisonnement à la logique fallacieuse, qui paraît vrai en apparence, mais qui en réalité ne l'est pas. Et un raisonnement circulaire, c'est quand on apporte un argument qui considère comme prémisse ce que l'argument veut prouver. Ça peut vous paraître un peu flou, alors petit schéma. Pourquoi ceci est un tombeau? Parce que nous y avons trouvé un sarcophage. Pourquoi ceci est un sarcophage? Parce que nous l'avons trouvé dans un tombeau. En réalité, si on considère que ce coffre en granit est un sarcophage, c'est parce qu'en amont, on considère que la pyramide est un tombeau. Mais si on considère que la pyramide est un bâtiment dont la fonction nous est inconnue, alors c'est juste un coffre en granit. La comparaison avec d'autres sarcophages est assez intrigante. Alors, ce n'est pas un contre-argument en soi, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble. Voilà le sarcophage de Ramsès III qui est exposé au musée du Louvre. Celui de Ramsès IV dans la vallée des rois à Luxor. Et ça, c'est celui de Toutankhamon qui a été aussi retrouvé dans la vallée des rois à Luxor. Quand on s'intéresse à l'Égypte, on se rend compte assez rapidement que les sarcophages sont très décorés et recouverts de beaucoup de symboles.
Par exemple, on trouve souvent la représentation du dieu qui va protéger le pharaon pendant son voyage vers l'au-delà. On a des exemples où les sarcophages ne sont pas décorés, comme dans la pyramide d'Ounas par exemple, mais où la chambre mortuaire est recouverte d'inscriptions. Il s'agit du texte des pyramides. Ce sont des formules qui serviront au pharaon pendant son voyage pour combattre les forces du mal. C'est avec la découverte de cette chambre mortuaire qu'on a extrapolé l'idée selon laquelle toutes les pyramides étaient des tombeaux. Alors ça peut paraître logique, mais je suis un peu dubitatif. Est-il vraiment pertinent de dire que ça, c'est une chambre mortuaire, ça aussi, c'est une chambre mortuaire, ça, c'est une très belle chambre mortuaire, et que ça, c'est aussi une chambre mortuaire? Au même titre que ça, c'est un sarcophage, ça, c'est un autre sarcophage, ça, c'est un très beau sarcophage, un autre sarcophage, et que ça aussi, c'est un sarcophage. Pour continuer d'illustrer ce propos, je vais vous raconter une petite anecdote. En 2018, je suis parti un mois à Luxor dans le sud de l'Égypte pour passer du temps dans les temples de la région. J'avais loué un petit studio sur la rive ouest. Au cours du séjour, j'entends deux Français qui prennent l'appartement du dessus et à ma grande surprise, il s'agissait de deux docteurs en égyptologie qui venaient superviser des fouilles. Passionné que je suis, le lendemain j'en attrape un qui rentre, je lui paye une bière sur le rooftop et je lui demande de me parler un petit peu de ce qu'il fait. Le mec accepte, super sympa, il me raconte tout un tas de trucs passionnants et naïvement, je lui émets mon questionnement par rapport à ces chambres mortuaires. Pourquoi est-ce que les chambres mortuaires plutôt modernes qu'on trouve dans la vallée des rois à Luxor sont très décorées et pourquoi est-ce que les chambres mortuaires plutôt anciennes comme celle de la pyramide de Khéops ou celle de la pyramide de Snéfrou ne le sont absolument pas? Il me répond que c'est tout à fait normal parce que les premières dynasties égyptiennes ne décoraient pas systématiquement les tombeaux. Très étonné, je lui demande de développer un peu et il me répond « vous voyez bien que les chambres mortuaires plus récentes de la vallée des rois de Luxor sont très décorées, alors que les chambres mortuaires plus anciennes des premières dynasties ne le sont pas. Ça veut bien dire qu'ils ne décoraient pas systématiquement les chambres mortuaires. » Et on se retrouve avec le même problème de biais cognitif dont je vous parlais au début. Son raisonnement est logique, mais il l'est parce qu'en amont, on considère que la grande pyramide de Gizeh est un tombeau. On peut créer beaucoup de raisonnements logiques en changeant la considération de départ. Encore une fois, considérons la pyramide comme un bâtiment ayant une fonction inconnue d'un côté, et de l'autre côté, nous avons des tombeaux qui sont vraiment des tombeaux, parce qu'on y a retrouvé des momies, et parce que c'est écrit partout sur les murs que ce sont des tombeaux. Eh bien, en comparant les deux, on peut facilement en déduire que les chambres mortuaires sont richement décorées pour faire hommage à la personne qui est enterrée, et que par conséquent, la chambre haute de la pyramide de Gizeh, comme elle n'est pas décorée du tout, eh bien ce n'est pas une chambre mortuaire, et que la pyramide n'est pas un tombeau. D'ailleurs, une pyramide plus ancienne que celle de Khéops est décorée. Il s'agit de celle de Djoser, la fameuse pyramide à degrés. Alors techniquement, c'est pas vraiment une pyramide, c'est une superposition de mastabas. Mais peu importe, un mastaba contient une chambre mortuaire et ce sont ces chambres mortuaires qui sont décorées. Des chambres mortuaires plus anciennes que celles de Khéops sont décorées, des chambres mortuaires beaucoup plus récentes que celles de Khéops sont décorées aussi, et celle de Khéops n'est pas décorée. On pourrait facilement en conclure que ce n'est pas une chambre mortuaire. C'est tout aussi logique que le reste, mais bon, c'est pas une preuve. Bref, pour résumer, si on considère cette cuve en granit comme étant un sarcophage, c'est parce qu'en amont, on considère la pyramide comme un tombeau. En réalité, on n'a pas retrouvé de sarcophage à l'intérieur de la pyramide, on a retrouvé un coffre en granit. Et ce coffre en granit, il ne permet pas de conclure que cette pyramide est un tombeau, et encore moins que c'est celui de Khéops. Preuve suivante. Le papyrus de Merer, aussi appelé journal de bord de Merer, est un papyrus qui a été retrouvé en 2013 sur le site de Wadi El Jarf. Je vous en parlais en début de vidéo. Un lot de papyrus a été retrouvé et l'un d'eux est un journal de bord tenu par l'inspecteur Merer, qui était chargé de l'apport de blocs de pierre de la carrière de Toura à la nécropole de Gizeh. Il a été rédigé pendant la 26e année du règne de Khéops et dans les grandes lignes, c'est le compte-rendu détaillé de différentes missions effectuées par l'équipe de Merer, composée de bateliers et de transporteurs. En gros, ça fait jour 4, larguer les amarres de Toura, la voile du matin en aval vers Aretroufou, passer la nuit. Jour 5, larguer les amarres de Toura, après-midi, naviguer vers Aretroufou. Jour 6, larguer les amarres d'Aretroufou et naviguer en amont vers Toura, etc. etc. Aretroufou, c'est un autre nom de la pyramide de Khéops, ça signifie l'horizon de Khufu.
Dans les papyrus de Merer, il n'est jamais question de construction. Et pourtant, Pierre Tallet, l'égyptologue français en charge des recherches et de la traduction du papyrus, conclut ses travaux en disant: ils offrent un témoignage unique, même indirect, de la construction d'un monument extraordinaire, à savoir la grande pyramide de Khéops et l'ensemble des installations associées. Alors là, je trouve qu'il y a vraiment extrapolation. Il y a bien d'autres bâtiments sur la nécropole de Gizeh, ces pierres auraient pu servir à d'autres constructions. Ou alors elles auraient pu être transportées ensuite par voie terrestre sans qu'on en retrouve de documentation, ou alors comme il n'est jamais question de construction, il pourrait s'agir aussi de rénovation. Bref, c'est comme pour tout, si vous êtes convaincu par avance que la pyramide est un tombeau, alors ce papyrus de Merer est une preuve évidente. Mais si vous êtes impartial et que vous ne faites pas d'extrapolation, ce papyrus c'est juste la preuve que des mecs transportaient des pierres de Toura à Akhet-Roufou pendant la période du règne de Khéops. J'ouvre une parenthèse au cas où certains seraient un peu perdus, quand dans la même phrase je parle de Khéops ou de Roufou, il s'agit évidemment de la même personne. Roufou c'est son nom égyptien et Khéops c'est le nom que les Grecs lui ont donné. Voilà, preuve suivante. Voilà un deuxième argument de poids. Le cartouche de Khéops a été retrouvé au-dessus de la chambre haute de la pyramide, dans ce qu'on appelle les chambres de décharge. Ici, il y a la chambre haute et au-dessus, 5 chambres de décharge. La chambre Davison, la chambre Wellington, la chambre Nelson, la chambre Lady Arbuthnot et la chambre Campbell. La première a été découverte par Nathaniel Davison en 1765. Ensuite, c'est le colonel Howard Wise qui découvrira les 4 autres en 1837 en faisant usage de poudre à canon pour se frayer un chemin. Ce cartouche, le voici. Avant d'émettre mon questionnement, j'aimerais casser un mythe qui dure depuis trop longtemps. J'entends souvent dire que Howard Wise aurait lui-même fait ce cartouche. Preuve en est, il comporte une faute grossière que les Égyptiens n'auraient pas pu commettre. Ce mythe a été lancé par Zecharia Sitchin, un auteur américain d'origine soviétique. Alors, c'est pas bien compliqué à vérifier. Voilà le cartouche retrouvé par Howard Wise dans une des chambres de décharge. Voilà comme il l'a représenté dans son livre. Et voilà comment Sitchin l'a dessiné dans son bouquin. Alors je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vais conclure rapidement. Zecharia Sitchin a volontairement menti pour conserver la crédibilité de ses théories. Ça ne veut pas dire que le cartouche retrouvé par Howard Wise ne soulève pas de questions, mais le coup de la faute, je ne veux plus l'entendre. En réalité, il y a beaucoup d'inscriptions sur les parois des chambres de décharge. Le but était d'indiquer le sens, les pierres choisies, l'emplacement ou encore le chef d'équipe responsable de la pose. Maintenant, j'aimerais vous soumettre des interrogations que j'ai à ce sujet. L'égyptologie du 19e siècle peut se diviser en 3 périodes. La première période, c'est les années avant 1850. À ce moment-là, c'était la course effrénée aux antiquités pour satisfaire la demande des collectionneurs privés et des musées. Des personnes comme Henry Salt embauchaient des explorateurs comme Caviglia ou Belzoni pour aller faire des fouilles en Égypte et ramener leurs découvertes en Angleterre pour des collectionneurs privés ou des musées. Autant dire que c'était pas l'époque de l'éthique et de la morale, et c'est dans ce contexte que Howard Wise a fait ses découvertes. La deuxième période, d'environ 1850 à 1880, est le début d'une archéologie organisée, principalement grâce à Auguste Mariette, qui a commencé à faire des fouilles de façon méthodologique. La troisième période débute aux alentours de 1880 avec des méthodes avancées, utilisées notamment par Flinders Petrie. C'est le début de l'ère des fouilles archéologiques modernes et de l'archivage archéologique. Howard Wise a déjà été accusé de crimes archéologiques, notamment pour avoir perdu le sarcophage de Mykérinos en pleine mer, au large de l'Espagne. Sa façon de travailler à la poudre à canon a souvent été critiquée. Et c'est d'ailleurs à lui et à Caviglia qu'on doit cette magnifique tranchée dans la pyramide de Mykérinos. Du boulot tout en finesse. On a retrouvé le cartouche de Khéops sous 2 formes dans les chambres de décharge et on peut légitimement se demander pourquoi. Les pharaons avaient 5 noms différents, c'est ce qu'on appelle un titulaire royal. Le nom d'Horus qui permet d'assimiler le pharaon au dieu Horus. Le nom de Nepti qui place le roi sous la protection de 2 déesses tutélaires d'Égypte. Nekbet, la déesse vautour de Haute-Égypte, et Wadjet, la déesse cobra de Basse-Égypte. Le nom d'Horus d'Or, qui associe le pharaon à l'Horus solaire et céleste. Le nom de Nesut-Biti, qui est le nom de couronnement, et le nom de Saré, qui est le nom de naissance.
Il est formé des hiéroglyphes du canard, Sa, et du dieu soleil, Ré, suivi du nom de naissance inscrit dans un cartouche. Il rattache ainsi charnellement le pharaon à la puissance cosmique de l'univers. Et ça, c'est pas de la merde. À l'époque de Khéops, le titulaire royal était composé de 4 noms, mais bon, là je vous ai fait la complète, tant qu'à faire. Je vais prendre un exemple avec un pharaon que tout le monde connaît, Toutankhamon. Toutankhamon, c'est son nom de Saré, donc son nom de naissance. Son nom d'Horus est Toutmésut. Son nom de Nepti est Néferépu. Son nom d'Horus d'Or est Udjesukaou. Et son nom de Nesut-Biti est Nepke-Peruré. Pourquoi est-ce qu'il se complique la vie comme ça? J'en ai aucune idée, mais moi j'ai fini avec cette petite digression. La question que je me pose, c'est pourquoi utiliser 2 des 4 noms de Khéops pour marquer les pierres? Et même, pourquoi utiliser le nom de Khéops pour marquer les pierres? Qu'on retrouve des symboles qui servent au placement ou au comptage des pierres, je trouve ça plutôt logique, mais qu'on retrouve le nom du pharaon sur ces pierres, je trouve ça déjà un petit peu moins logique. Si le but était de signifier la destination de la pierre, pourquoi ne pas utiliser le nom de la pyramide Aretroufou comme dans le papyrus de Merer? Dans le papyrus de Merer, quand il indique qu'il part des carrières de Toura pour livrer des pierres, il met en destination Aretroufou et pas le cartouche de Khéops. Comme c'est a priori le même chantier, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas la même logique? Cette interrogation ne sous-entend pas que le cartouche retrouvé par Howard Wise est un faux, mais il s'agit d'un graffiti fait par des ouvriers. Alors on a des cartouches de Khéops gravés dans la pierre sur la nécropole, mais pas dans la pyramide. Par exemple, celui-là a été retrouvé dans le cimetière ouest de la nécropole. Pourquoi le pharaon qui veut avoir la plus grosse pyramide d'Égypte ne prend pas la peine d'y mettre son cartouche à l'intérieur? Il y a certainement une part de mégalomanie dans la construction de cette gigantesque pyramide. Alors il aurait été logique de retrouver le cartouche du pharaon à l'intérieur. Alors encore une fois, on l'a retrouvé le cartouche de Khéops, mais pas dans la pyramide, on l'a retrouvé à l'autre bout du site. D'ailleurs, on pourrait naïvement conclure que son tombeau est sur la nécropole, mais qu'il ne s'agit pas de la pyramide. Je ne suis pas un expert en méthode de datation, mais il me semble qu'aujourd'hui, on serait largement capable de prélever des échantillons de la peinture du cartouche et d'en estimer la date de fabrication. C'est tellement curieux qu'en 2013, 2 étudiants de l'université de Dresde en Allemagne se sont introduits illégalement dans les chambres de décharge pour prélever des échantillons du cartouche et les faire analyser. Bon, autant vous dire que les autorités égyptiennes n'ont pas bien apprécié la démarche. Évidemment, aucun résultat publié et les échantillons ont été rendus à l'Égypte. Bref, toutes ces interrogations n'invalident en rien la découverte d'Howard Wise, mais j'estime que ces questions sont légitimes et ça nous rappelle qu'il faut prendre chaque élément avec prudence. Faisons un petit résumé des éléments que nous avons avant d'attaquer la dernière preuve. On a des sources historiques écrites que l'on prend aujourd'hui avec tellement de précautions qu'elles ne sont quasiment plus considérées comme preuves. Je les mets donc de côté. On a divers documents qui nous permettent de faire la chronologie des pharaons. Le papyrus de Turin, la table royale de Karnak, la pierre de Palerme, la table d'Abydos, la table de Saqqara, etc. J'en oublie certainement, mais c'est pas bien grave, on a bien assez de sources pour établir une chronologie fiable. Avec tous ces éléments, on peut faire des estimations des dates de règne de Khéops. Alors, comme il y a beaucoup d'estimations, je vais prendre les dates données par Pierre Tallet dans ses travaux sur les papyrus de Wadi el-Jarf. Moins 2550 à moins 2520. On a un papyrus daté de l'année suivant le 13e recensement de Khéops, ce qui nous permet d'en déduire qu'il a régné au moins 27 ans. Ce qui est cohérent avec les dates de règne qu'utilise Pierre Tallet. On a le papyrus de Merer, qui nous indique que pendant la 26e année du règne de Khéops, des équipes transportaient du calcaire des carrières de Toura jusqu'à la pyramide de Gizeh. On a un graffiti fait par des ouvriers dans les chambres de décharge, qui représente le cartouche de Khéops sous 2 formes. Je ne prends évidemment pas en compte l'affirmation selon laquelle on a retrouvé un sarcophage dans la pyramide, car c'est un sophisme comme je l'expliquais en début de vidéo. Voyons maintenant la dernière preuve. Entre 1984 et 1995, 2 missions scientifiques prélèvent 450 échantillons organiques sur des monuments de l'ancienne et du Moyen Empire égyptien. L'objectif était de faire une datation au carbone 14. Pour la petite anecdote, la fondation qui a financé la première étude était la fondation Edgar Cayce. Et Edgar Cayce, c'est un voyant qui disait que la pyramide avait été construite en moins 10 500. L'objectif de ce financement était de prouver cette hypothèse, et pour le coup, c'est raté.
La deuxième a été financée par la fondation David Koch, un milliardaire américain. Concernant la Grande Pyramide, c'est 46 échantillons qui ont été analysés. Ces échantillons sont des morceaux de mortier que l'on retrouve entre les pierres de la pyramide. Le mortier est réalisé par cuisson de gypse ou de calcaire et on retrouve à l'intérieur des morceaux de cendre ou des fragments de charbon. Et bien ce sont ces fragments de charbon qui ont été datés. Les échantillons ont été prélevés sur 19 niveaux différents, de la deuxième assise au sommet et ce tout autour de la pyramide. Alors j'ouvre une petite parenthèse parce que pour être franc, j'ai pris connaissance de cette preuve il y a relativement peu de temps. En fait, depuis que je suis gamin, j'entends dire que la pyramide a été construite sans ciment ni mortier, et que c'est justement ce qui en fait un édifice incroyable. J'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs égyptologues au cours de mes voyages en Égypte, et tous parlent de cette prouesse de construire en pierre sèche, c'est-à-dire sans ciment ni mortier. Alors je ne sais pas si c'est une croyance populaire, et si c'en est une, je ne sais pas d'où elle vient, mais visiblement, il y a beaucoup de monde qui pense que la pyramide a été assemblée sans ciment ni mortier. Bref, fin de la parenthèse, jetons un œil aux résultats. Ici, on a la référence de l'échantillon. Ici, l'endroit où il a été prélevé. La colonne d'après indique le matériau, et comme vous pouvez le voir, il s'agit quasi exclusivement de charbon, à part cette ligne qui concerne un fragment de roseau. À côté, on a l'âge estimé et ensuite la marge d'erreur. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle les résultats bruts. L'âge a été estimé en BP, ça veut dire Before Present, et ce présent, il a été fixé le 1er janvier 1950. C'est une année de référence symbolique mais aussi pratique, parce qu'après ça, les tests nucléaires à travers le monde vont modifier le rapport entre le carbone 12 et le carbone 14. Bref, je vous passe les détails, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ces années BP ne correspondent pas à nos années calendaires, mais grâce à une courbe de correction, on peut les convertir en années réelles, et voilà ce que ça donne. Ici, on a une fourchette estimée par l'égyptologie. Et là, ce sont tous les résultats estimés par cette analyse du carbone 14. Je vous laisse faire pause si vous voulez tout lire. Ces résultats, je ne vais pas les commenter, parce que quoi qu'il arrive, les dates de règne estimées par l'égyptologie ne rentrent dans aucune fourchette de la datation au carbone 14. Alors soit ça veut dire que la pyramide a été construite juste avant lui, soit ça veut dire qu'il a régné beaucoup plus tôt qu'on ne le pensait. Quoi qu'il arrive, il y a des données à ajuster. Mais au final, qu'est-ce que ça prouve? On trouve du mortier entre les pierres et on le date à environ 4700 ans. Est-ce que ça prouve que la pyramide est un tombeau? Évidemment non. Et est-ce que ça prouve qu'elle a été construite il y a 4700 ans? Peut-être. Mais je ne vais pas développer la théorie du réemploi parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais je vais vous donner un exemple moderne, c'est une petite anecdote de mon dernier voyage en Égypte. Au pied de la grande pyramide de Gizeh, il y a le temple de la vallée, et c'est dans ce temple que j'ai vu les ajustements de pierre les plus dingues de la planète. Ex aequo avec le Pérou quand même. On entend souvent dire qu'on ne glisserait pas une feuille de papier ou une lame de rasoir entre les pierres. En fait, c'est encore plus dingue que ça. Regardez. Rien ne passe entre les pierres, elles semblent fusionner. Quand on zoome sur certains endroits, on ne fait même plus la différence entre les deux pierres. Je ne connais pas le poids exact de ces pierres, mais on est sur quelque chose entre 80 et 100 tonnes, mais c'est pas grave, ça n'a pas une grande importance. Vous savez ce qu'ils sont en train de faire les Égyptiens en ce moment même? Je parle des Égyptiens de maintenant, pas des Égyptiens d'avant. Eh bien, ils mettent de l'enduit sur les joints. Je vous jure que c'est vrai. Regardez. Un jour, j'interpelle un mec et je lui demande pourquoi il fait ça, et il me répond que c'est pour que ça tienne mieux, que ce soit plus solide. Les mecs ont devant eux des blocs de granit entre 80 et 100 tonnes qui sont là depuis 4500 ans. Les joints ne laissent pas passer un filet d'air, et eux, ils mettent de l'enduit pour que ça tienne mieux. Et le pire, c'est que leur enduit, il se dégrade tellement vite qu'ils sont obligés de le refaire au moins une fois par an. Bref, au-delà de cette absurdité, on se retrouve avec un temple qui a été construit à une certaine date et des mecs qui ont refait les joints 4500 ans plus tard. Ça veut dire que si demain notre civilisation s'arrête, et que dans, je sais pas, 10 000 ans, les archéologues du futur tombent sur le temple de la vallée et qu'ils ont la même idée que nous, c'est-à-dire dater le monument à partir des joints ou du mortier qu'ils prélèvent, eh ben ils vont se planter de 4500 ans. Parce que des mecs ont cru bon faire des modifications sur le temple pour que ça tienne mieux. Je ne dis pas ça pour prouver que le mortier de la Grande Pyramide a été fait plus tard, mais je pense que c'est une éventualité. Quand on parle du passé ou du futur, je pense que c'est bon de garder un œil sur le présent, parce que finalement, l'homme ne change pas tant que ça. Ajoutons ce dernier élément à notre liste et faisons un point.
Des documents qui nous permettent de faire une chronologie fiable. Des dates de règne de Khéops estimées de moins 2550 à moins 2520. On sait qu'il a régné au moins 27 ans. On sait qu'il y a des hommes qui transportaient des pierres de Toura à la pyramide de Gizeh pendant le règne de Khéops. On a un graffiti dans les chambres de décharge fait par des ouvriers. Un mortier daté au carbone 14 qui au plus loin daterait de moins 2862 et au plus proche de moins 2604. À cette liste, on peut ajouter que certaines pyramides ont une fonction de tombeau beaucoup plus flagrante. Par exemple, la pyramide d'Ounas à Saqqara, dans laquelle on a retrouvé ce qu'on appelle les textes des pyramides. Je vous en ai déjà parlé en début de vidéo, ce sont des formules qui vont servir au pharaon pendant son voyage pour éloigner les forces du mal. Quand on prend l'intégralité des éléments, on peut effectivement penser que les pyramides sont des tombeaux, mais il y a certaines de ces pyramides qui ont des particularités qu'il faudrait analyser en détail. Je ne vais pas trop développer mon opinion personnelle pour conclure cette vidéo, mais je vais finir avec un élément statistique. Un certain Frank Dornenberg a fait un petit tableau qui répertorie les pyramides de l'Ancien Empire et ce qu'on trouve à l'intérieur. Sur 26 pyramides, il arrive à cette conclusion. 92% contiennent un sarcophage, 72% des restes de mobilier funéraire et 50% des fragments de bandelettes ou de momies. Alors, avec tous ces éléments, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se demander si certaines pyramides sont des tombeaux et si d'autres ne le sont pas? Ça, c'est à vous de décider. Ciao.